En 2019, j'ai fait un test qui disait que j'étais autiste et pourtant je l'ai pas écouté. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai même pas compris que le résultat voulait dire que j'étais probablement autiste. D'ailleurs, j'ai recommencé en 2024 avec le RADSR, qui est un des plus connus, et j'ai retenu que j'avais fait un score intermédiaire, que j'étais un peu autiste, alors que pas du tout. Alors déjà, ça veut rien dire un peu autiste, et parce qu'en fait, on m'a donné les tests sans m'expliquer comment les lire. En plus de ça, les tests, je trouve, comme ils sont écrits de manière un peu floue, ont tendance à nous mettre dans la confusion et je me disais, mais attends, mais un test aussi flou, comment il pourrait dire avec précision que je suis autiste ou pas? Je vais donc t'expliquer comment on lit ces tests, parce que ces tests d'auto-identification autistique sont très cool, à condition de savoir comment les lire. Sinon, ça risque de faire plus de mal que de bien, comme moi, à chaque fois que j'ai fait un test comme ça, je me suis juste dit, ok, je suis un peu autiste, et j'ai pas été plus loin. Le premier truc à savoir, c'est ce que ça veut dire quand on te dit qu'un test seul ne peut pas te diagnostiquer. C'est parce qu'en fait, ces tests ont été pensés pour ce qu'on appelle le screening, pour qualifier des gens, pour faire un pré-tri avant de creuser une démarche entre guillemets diagnostique. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu feras un tel test, on te dira à la fin, tu es probablement autiste. On te dira jamais, oui, tu es autiste. Même si tu fais le score le plus élevé du monde, en plus ça marche pas comme ça, mais même si tu fais le score le plus élevé du monde, on te dira pas t'es autiste, mais bien probablement. Parce que ça a été pensé pour creuser derrière. Et puis après, tu as plusieurs types de diagnostics possibles. Tu as le diagnostic avec des médecins, tu as ce qu'on appelle un diagnostic communautaire, donc d'autres autistes qui viennent t'aider à t'identifier, et puis tu as l'autodiagnostic, l'auto-identification. Dans tous les cas, tu vas avoir besoin d'étayer ton identification avec des données quantitatives. Là où les tests, c'est des données qualitatives, à chaque fois c'est des oui, non, tout à fait, plus ou moins. Or, une réponse comme ça, elle peut induire en erreur. J'ai un ami, moi, sur un des tests, il répondait je suis une personne sympathique. J'ai débriefé avec lui en me disant mais non, les gens te voient pas comme une personne sympathique, et puis quand on creuse, il m'a raconté plein d'histoires où effectivement on le voit pas comme une personne sympathique. Et donc, quand tu creuses son oui, en fait c'est un non. À l'inverse, une personne peut répondre non parce que la question est pas assez large. Par exemple, moi quand on me dit est-ce que j'ai du mal à me faire des amis, non, j'ai pas de mal à me faire des amis. Est-ce que quand j'étais enfant j'avais plus de mal? Oui, mais tu vois, donc là j'ai répondu non, mais quelqu'un, si j'étais avec soit un psy, soit une autre personne autiste expérimentée, soit moi avec une démarche structurée, je creuserais. Donc c'est hyper important que tu puisses creuser après avoir fait un tel test. Deuxième point hyper important, c'est que ces tests ne mesurent pas des quantités d'autisme. Je répète, ces tests ne mesurent pas des quantités d'autisme. Alors pour s'amuser, on peut dire ah tiens, moi j'ai fait 240 au RADSR, t'as fait que 180, je suis plus autiste que toi, mais c'est pour rigoler. Attention, il n'y a pas de quantité d'autisme, et en plus de ça, même s'il y avait des quantités d'autisme, le test n'a pas été pensé pour ça. Imagine demain si on faisait un test de nationalité, on pourrait dire ok, qui est français. Imagine que dans ce test, il y a comme question parles-tu français? Est-ce que tu aimes râler? Est-ce que tu aimes débattre de politique? Est-ce que tu aimes la bonne charcuterie? Est-ce que tu es né en France? Est-ce que tu soutiens l'équipe de France de football? Et est-ce que tu aimes le bon vin? Et disons que ce test, il dit, quand t'as 3 réponses positives, probablement que t'es français, que t'es française. Tu vois le problème, c'est que il y a plein de questions, en fait, elles sont genrées. Est-ce que je soutiens l'équipe de France de football? Probablement qu'il y a plus de Français hommes qui soutiennent l'équipe de France de football que de Françaises femmes. Pareil, est-ce que j'aime la bonne charcuterie? Je peux être un Français végétarien. Donc, quand le test dit, il faut 3 réponses positives pour être français, par exemple, dans mon cas, moi, c'est oui, j'aime râler, oui, je suis né en France, et oui, je parle français, ça suffit. Le fait que je boive pas de vin, c'est pas que je sois moins français que quelqu'un d'autre. Alors la comparaison est un peu foireuse, mais tu comprends là où je veux t'emmener. C'est pareil, tu es autiste ou tu ne l'es pas, et les tests ont été conçus pour essayer de capturer le moins mal possible les diverses manifestations de l'autisme. En plus de ça, un des problèmes de ces tests, c'est qu'ils sont souvent orientés vers les difficultés et moins souvent vers les facilités autistiques. Alors il y a un test particulier sur les facilités autistiques, mais la plupart des tests vont être orientés sur les difficultés. J'ai fait exprès tout à l'heure de prendre un exemple genré pour déterminer qui est français, parce qu'il y a ce problème dans les tests de l'autisme, c'est que beaucoup des questions sont genrées, mais on en reparlera. Avant toute chose, le truc le plus important et l'erreur que je vois le plus souvent et que je faisais moi aussi sur les tests, c'est de croire que le seuil qu'on te donne détermine une zone tampon. Je m'explique. Par exemple, on va prendre un test qui s'appelle le RADSR 14, c'est la version abrégée du RADSR. Le RADSR 14, le seuil, il est à 14, comme son nom l'indique. Et donc, quand tu fais 14, ça veut dire quoi?
Est-ce que ça veut dire que à partir de 14, c'est la zone de doute, et puis peut-être à 18, c'est que t'es autiste? Ou alors est-ce que ça veut dire que la zone de tampon, elle était avant le 14? La réponse, c'est la zone de tampon, elle est avant le 14. Et c'est quasiment toujours comme ça. Dans quasiment tous les tests sérieux, scientifiques que tu vas trouver, quand on te donne un seuil, c'est pas le début de la zone tampon, c'est la fin de la zone tampon. Donc, ce qui est vrai, c'est que, prenons par exemple le RADSR qui va de 0 à 240 et dont le seuil est de 65. Dans l'étude originale où on a créé le RADSR, 100% des gens qui ont fait 65 ou plus étaient autistes. D'accord? Donc tous les gens qui ont dépassé 65 étaient autistes. C'est pas la zone tampon. Alors que, à l'inverse, parmi les gens qui avaient fait moins de 65, il y avait aussi des autistes, puisque 3% des autistes ont fait moins que 65. Ce qui veut dire que la zone tampon, elle est plutôt, tu vois, j'ai n'importe quoi, mais entre 55 et 65. Par contre, dans l'étude originale, toutes les personnes qui ont fait plus de 65 au RADSR étaient autistes. Tu comprends? C'est donc pas une zone tampon. Le seuil, c'est bien la fin de la zone tampon, et c'est quasiment pareil sur tous les tests que tu vas avoir. Donc fais attention à ne pas rajouter un tampon sur le tampon. Quasiment à chaque fois que je donne un test à quelqu'un, il me dit « Oh bah tiens, j'ai fait 14 au RADSR. Oh, c'est la zone limite, donc peut-être que je suis un peu autiste et qu'il faudrait creuser. » Non, non, non. 14 au RADSR, ça veut pas dire un peu autiste. Ça veut dire probablement autiste. Encore une fois, le probablement, il est là parce qu'il faut creuser derrière. La notion qu'on est en train de développer là, c'est une notion qui s'appelle sensibilité versus spécificité. Quand tu crées un test, tu as deux enjeux. Tu as un enjeu de sensibilité et tu as un enjeu de spécificité. La sensibilité, c'est le nombre d'autistes qui vont recevoir une réponse positive à ton test d'autisme. La spécificité, c'est le nombre de personnes non autistes, donc les alistes, le nombre de personnes alistes qui auront une réponse négative au test de l'autisme. Et du coup, en fait, forcément que tu as un dilemme, puisque faire un test d'autisme avec une sensibilité de 100%, c'est facile. Si je fais comme test, est-ce que tu respires, oui ou non, et que je te dis, si tu réponds oui, t'es autiste, dans ce cas, 100% des autistes qui font ce test vont avoir une réponse positive, puisqu'il suffit de dire je respire pour être autiste. Par contre, la spécificité est à 0, parce que tu auras aussi 100% des non-autistes qui vont être détectés comme autistes. Ce qu'on veut, c'est un équilibre. Et généralement, t'as plutôt un équilibre du type 90% de sensibilité et 85% de spécificité, par exemple. Les équilibres que je t'ai racontés, comme pour le RADSR, dans un contexte d'études, donc dans un contexte clinique, où tu as une spécificité de 100% et une sensibilité de 97%, en vrai, c'est assez rare. Plus souvent, quand c'est des autotests comme ça, c'est plutôt du 85-85. Ça veut dire que si tu fais des scores positifs à ces tests alors que tu doutes d'être autiste, il faut que tu vérifies la spécificité. Donc tu tapes le nom du test et tu tapes spécificité, tu regardes le chiffre. Plus le chiffre il est haut, plus ça veut dire qu'en fait quand tu fais un score positif, c'est bien que tu es autiste. Si tu fais des scores négatifs alors que tu penses quand même être autiste, vérifie la sensibilité. Pareil, si tu vois que le test il a une sensibilité à 100%, ça n'existe pas, mais imaginons le test il a une sensibilité à 100% et il dit que t'es pas autiste, alors probablement que t'es pas autiste. Donc voilà, c'est ce qui va te permettre toi de savoir. Et ce que je propose, c'est de regarder ça plus en détail sur un exemple qui est un test qui s'appelle l'AQ. Le graphique que tu vois ici, c'est la répartition des populations autistes et non autistes qui ont fait le test du AQ, qui est un test les plus connus. Alors je te recommande pas parce qu'il a plein de problèmes, mais ça on en parle dans la liste des tests que je te recommande, que je t'envoie par email dans le lien en description, où je te dis par quel test commencer pour justement pas être traumatisé par des tests flous et condescendants. L'AQ, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il y a un seuil à 26, c'est la ligne bleue que j'ai tracée, et donc à droite, tu as les autistes, à gauche, tu as les non-autistes. Donc c'est les deux courbes comme ça. J'ai mis en vert les gens qui ont reçu le bon diagnostic, la bonne identification. Donc ce que tu vois, c'est que quand on prend comme seuil 26, t'as une grande partie des autistes qui ont un score positif, mais t'as quand même, on dirait environ 15%, là c'est la population en rouge, qui reçoit un test négatif alors qu'ils sont autistes. Et tu as aussi la population en marron, les gens qui sont pas autistes, mais qui vont quand même recevoir un test positif. Et à gauche, t'as en vert les gens pas autistes qui ont bien eu un score
pas autistes. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois déjà que quand même les populations, les deux courbes, elles sont quand même assez éloignées. C'est-à-dire que quand les gens me disent ah ouais mais j'ai fait 26, 27 à la Q, c'est proche du seuil, donc peut-être que je suis pas autiste, tu remarques qu'il y a pas beaucoup de gens pas autistes qui font plus que 27, que la moyenne des gens pas autistes, ils sont plutôt autour de 16, 17 à ce score. Donc c'est hyper important d'avoir ce graphique, d'avoir cette répartition en tête. Et d'ailleurs, quand les tests ont des grandes amplitudes de score, c'est justement pour pouvoir bien différencier les populations. Le RADSR, il va de 0 à 240, c'est pour ça. Parce qu'en fait, plus tu peux, tu vois, les deux montagnes qu'on voit là, plus tu peux les séparer, et plus c'est intéressant, plus ton test, il va être à la fois spécifique et sensible. Et donc, si on revient à cette histoire de sensibilité et de spécificité, ce qu'on voit en rouge, c'est-à-dire les personnes autistes qui ont fait moins de 26, ça, c'est l'échec de la sensibilité. Le test a manqué de sensibilité pour ces personnes. Il aurait fallu mettre le seuil, tu vois, là plutôt à 12-13 pour que tous les autistes soient évalués positivement. Mais si on avait mis le seuil à 12-13, tu vois, on aurait eu 50% aussi des non-autistes qui auraient été identifiés. C'est pour ça qu'on met le seuil à 26. À l'inverse, tu vois la population marron là, c'est l'échec dans la spécificité. Donc c'est les gens qui sont pas autistes et qui ont quand même reçu un résultat positif. Si on voulait que le test soit spécifique à 100%, il faudrait mettre le seuil, tu vois, plutôt vers 40. Mais si je mets le seuil à 40, je vais rater, pareil, la moitié des autistes. Donc tu vois, c'est toujours un équilibre comme ça, et donc on met à 26 pour avoir environ 85% des autistes qui ont une réponse positive et 85% des non-autistes qui ont une réponse négative. Donc c'est ça l'équilibre que les chercheurs doivent faire quand ils produisent un tel test. Maintenant que tu as compris la mécanique globale des tests, il faut qu'on lève plusieurs sources de confusion. On va lever 3 sources de confusion: le validisme, la myopie au contexte et l'incapacité de se comparer à la moyenne. Commençons par le validisme. Le validisme, c'est le fait d'avoir une discrimination envers les personnes handicapées, de les regarder de manière condescendante, etc. Donc c'est, dans le cas de l'autisme, le fait d'avoir une vision négative, condescendante de l'autisme. Par exemple, prenons le RADSR, il y a des questions qui sont franchement validistes, qui sont franchement condescendantes. Il y a une question, c'est « je suis une personne sympathique ». Et pour être autiste, il faut que tu répondes, pour que ça augmente ton score d'autisme, entre guillemets, il faut que tu répondes non. Pareil, si y a une question, c'est j'aime avoir des amis proches, il faut répondre non. Autre question, j'essaye d'être la plus aidante possible quand les autres me disent qu'ils ont des problèmes personnels, faut répondre non. Or, la réalité, c'est que quasiment tous les autistes répondent oui. Tous les autistes la part des autistes qui font ces tests, qu'on interroge, moi compris, tu me demandes, je suis une personne sympathique, j'ai envie de te dire oui. Tu me demandes, est-ce que j'aime avoir des amis proches? Évidemment que j'aime avoir des amis proches. Et est-ce que j'essaye d'être aidant quand on partage des problèmes? Je réponds oui. Alors après, comme je sais que le test il est validiste, je le réécris dans ma tête et je comprends que je suis une personne sympathique, ça veut dire est-ce que les gens me voient comme sympathique spontanément? C'est vrai que non. 2, est-ce que j'aime avoir des amis proches? En vrai, j'arrive même pas à voir ce qu'ils veulent dire, parce que je pense que tous les humains aiment avoir des amis proches. Et est-ce que j'essaye d'aider les gens quand ils me disent leurs problèmes? Oui, mais je comprends que c'est vrai que les gens me disent que je ne suis pas doué à ça. Donc, tu vois, j'essaye, mais eux, ils trouvent que je suis pas doué. Donc, je réécris la question et je comprends que c'est ce qu'on veut me faire dire, et du coup, je corrige ma réponse. Le problème, c'est que, déjà, ça te demande de corriger en permanence ce que tu comprends. Et en plus de ça, si tu te sens insulté tout au long du test, tu auras tendance à rejeter les résultats. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait le RADSR. Non seulement je suis arrivé à un score, ça devait être, 80, et à 80, je me suis dit, c'est pas assez au-dessus, parce qu'en fait, c'est entre 0 et 240, le C est à 65, donc entre 65 et 80, ça doit être le tampon. Bon, j'avais rien compris, comme tu le sais maintenant, mais en plus de ça, je me disais, déjà, je suis fait dans le tampon, et en plus, le test, il est flou, je me suis senti insulté, du coup, tu vois, j'ai rejeté en bloc le test. Deuxième source de confusion, c'est ce qu'on appelle la myopie au contexte. La myopie au contexte, c'est un trait autistique qui consiste à avoir du mal à, entre guillemets, lire entre les lignes. Et donc, pourquoi tu as du mal à lire entre les lignes? Parce que tu vas avoir tendance à surinvestir le texte versus le contexte. Et c'est le fameux truc qui fait que parfois les autistes ont du mal à détecter le second degré, mais c'est pas que ça. Ça peut aussi faire que t'as tendance à prendre les paroles pour argent comptant et à te dire qu'une personne t'a fait une promesse alors qu'elle ne considère pas qu'elle t'a fait une promesse. Ça peut avoir ça peut faire que t'as du mal à repérer le flirt. Ça peut avoir plein de conséquences. Et du coup, comme tu as cette myopie au contexte, t'as du mal à réécrire, à comprendre ce que le test veut dire quand il est écrit de manière trop floue, quand le texte est trop flou. Par exemple,
Quand le test RADSR te dit « je suis une personne sympathique », bah, dans le cadre d'un test, on comprend que ça veut dire « je suis une personne particulièrement sympathique » et que ça veut dire « je suis une personne particulièrement sympathique selon les autres ». Sinon, ça aurait été écrit I see myself as », je me vois comme une personne sympathique. Là, comme il n'y a pas écrit « je me vois comme », alors c'est du jargon de test, faut connaître les tests, comme il n'y a pas écrit « je me vois comme », c'est qu'en fait, on essaye de te dire comment les autres te voient. Et bah, le paradoxe, c'est que la myopie au contexte, c'est un trait autistique, et c'est un trait qui t'empêche de bien passer les tests. Parce qu'en fait, comme ils sont écrits par des personnes qui sont pas autistes, les tests sont pas assez précis. Au premier degré, le texte n'est pas assez précis, il y a trop de contexte à rattraper. Et du coup, le souci, c'est que tout va t'avoir l'air flou, et donc tu vas douter des résultats. Et c'est un grand paradoxe des tests, c'est que beaucoup de tests laissent les autistes dans un état de confusion parce que c'était flou, mais malgré ce flou, le test reste valide. Il y a plein de tests qui sont flous et valides. Alors c'est un concept qui moi me paraissait impossible, mais je t'en parlerai tout à l'heure sur le site Embrace Autism. T'as plein de sites qui vont être évalués comme fiables scientifiquement, mais flous par la communauté des autistes qui passent le test, parce que c'est le truc de devoir rattraper avec le contexte, ça charge ton cerveau et ça te met dans un mauvais état. Et je trouve ça hyper paradoxal parce qu'en fait, ta myopie, j'ai vu plein d'amis à moi qui me disaient « Ah, je suis pas sûr d'être autiste », je leur fais passer le test, je regarde leurs réponses et je les fais débriefer et je vois que c'est la myopie au contexte qui les empêche de bien répondre entre guillemets et je me dis c'est fou, comment lui dire qu'en fait c'est parce qu'il est autiste qu'il n'arrive pas à avoir le score positif d'autisme. Dernière source de confusion, c'est l'impression qu'en fait tout ce qui est décrit dans le test c'est typique. Il y a un livre qui s'appelle But Everyone Feels This Way, mais tout le monde se sent comme ça. Bah si t'es autiste, il y a de grandes chances que t'aies l'impression que ton ressenti est universel, surtout si tes parents étaient autistes, surtout si ta famille était autiste, surtout si tes proches sont autistes, parce que du coup, t'es entouré de personnes qui fonctionnent comme toi, et t'as l'impression que c'est le fonctionnement typique. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer de trouver une personne dont tu es sûr qu'elle n'est pas autiste. Alors c'est dur, parce que souvent tu crois que tes proches sont pas autistes alors qu'ils sont autistes, parce que un des traits de l'autisme, c'est de fréquenter d'autres autistes. Mais de trouver une personne dont tu es sûr qu'elle est pas autiste, et de voir ses réponses, de voir comment elle répond. Et en fait, c'est important que tu retiennes que quand les tests sont bien faits, quand tu utilises des tests scientifiques, évidemment qu'il ne décrit pas une expérience typique. S'il est bien fait, si le test a une sensibilité et une spécificité haute, bah ça veut dire qu'il va être positif que pour environ 4% des gens. Et encore, c'est l'estimation haute. Donc 96% des gens vont faire un résultat différent du tien si tu fais un score positif, même ça te paraît dur. Il faut faire l'effort mental de faire confiance au test. Le test, il a été créé pour ça. Et je voulais aussi te parler de 3 facteurs qui vont avoir tendance à diminuer tes scores même si tu es autiste. Premier facteur, c'est que les tests ont été créés sur des populations masculines. Le deuxième facteur, c'est que tu fais peut-être du masking, de la compensation qui t'empêche de répondre correctement. Et le dernier critère, ce qu'on appelle l'alexithymie, l'incapacité à bien décrire tes émotions. Commençons par le problème du calibrage du test. Effectivement, les tests ont été pensés pour des populations masculines, puisqu'au début, on croyait même que l'autisme était une condition quasiment exclusivement masculine. Et un des tests les plus répandus, qu'on considère d'ailleurs comme le standard, le meilleur des tests pour l'autisme, s'appelle l'ADOS-2. Alors là, l'ADOS-2, je parle pas d'un autotest, c'est un test que les médecins utilisent. Si tu fais un diagnostic avec une institution, tu as des grandes chances que le test qui va être utilisé va être l'ADOS-2. Or, la dose 2 discrimine jusqu'à 50% des femmes autistes. Ça veut dire que tu as 50% des femmes autistes qui vont passer la dose 2 et qui vont avoir une réponse négative. C'est énorme. Tu te rends compte, tu vas faire un diagnostic, tu es une femme autiste et tu as une chance sur 2 d'avoir le mauvais diagnostic. Alors la bonne nouvelle, c'est que y a des chercheurs qui travaillent pour corriger ce test. La mauvaise nouvelle, c'est que les corrections sont pas encore répandues dans le milieu médical. Je vais te citer le livre The Lost Girls of Autism qui raconte justement cette démarche. Willy Mandy, du Royaume-Uni, et d'autres chercheurs de premier plan dans le domaine de l'autisme féminin ont eu l'idée géniale d'utiliser un programme standard d'évaluation observationnelle de l'autisme et de réexaminer les données issues de ces évaluations à l'aide d'une échelle comportementale de l'autisme genré, GABS.
ou en d'autres termes en mettant l'accent sur l'autisme féminin. En s'appuyant sur un large éventail de sources, notamment des résultats de recherche, des rapports cliniques et des autobiographies de personnes autistes, l'équipe a élaboré un système de codification qui identifie 4 grandes catégories de comportements qui en moyenne se distinguent de ce qu'ils appellent les phénotypes autistiques traditionnel, ce que nous pourrons appeler le phénotype autistique masculin par défaut. Donc en gros là, ils ont essayé en se basant sur des biographies de femmes autistes, sur des résultats de recherche, etc., de mettre des critères, de rajouter dans le test ADOS 2, des critères qui sont plus présents chez les femmes autistes que chez les hommes autistes. Dans ces critères, il y avait 4 catégories. Adaptation sociale, donc le fait que les femmes autistes vont plutôt masquer leur comportement, relations sociales, gestion des émotions et la catégorie habituelle, centre d'intérêt et loisirs. En outre, les chercheurs ont examiné si les intérêts étaient de nature plus sociale ou non sociale. Des codeurs formés, alors par codeur ils veulent dire des personnes qui connaissent le code utilisé pour faire à l'échelle, ont ensuite visionné des enregistrements vidéo d'évaluation ADOS standard de groupes d'hommes et de femmes autistes. Ils ont utilisé le modèle GABS pour évaluer la fréquence de l'apparition des comportements couverts par les 4 catégories définies. Il est rapidement apparu que le GABS détectait des comportements qui n'étaient pas pris en compte par le score ADOS. Les femmes ont obtenu des scores globaux plus élevés dans les mesures GABS, avec des différences significatives liées à l'impact émotionnel de l'acceptation ou du rejet, ainsi que des niveaux plus élevés de problèmes d'intériorisation. Cela a démontré que les tests traditionnels axés sur les hommes passaient à côté d'aspects clés du comportement, qui sont plus fréquents chez les femmes autistes, et il existe un moyen de saisir ces différences. Mais seulement, bien sûr, si vous voulez rechercher. Et donc, ça raconte que, comme tu vois, que si jamais on réécrit correctement les tests en utilisant aussi les manifestations de l'autisme féminin, on trouve plus de femmes. Et dans ces particularités, tu as le fait que les femmes autistes vont avoir une sensibilité au rejet social qui est surdéveloppée, là où on croyait l'inverse. Plein de gens croient qu'en fait, l'autisme, c'est des gens qui sont insensibles au rejet social. C'est vrai chez la plupart des hommes autistes, mais c'est faux chez la plupart des femmes autistes où c'est l'inverse. Autre caractéristique de l'autisme féminin, c'est le fait d'internaliser davantage ses difficultés. Là où un homme va faire des crises qui va extérioriser, les femmes autistes sont pas moins en difficulté, juste elles vont se tout ronger de l'intérieur. Autre caractéristique, c'est le masking. Le masking, c'est quoi ? C'est le fait que tu as appris à compenser tes caractéristiques autistiques pour t'intégrer dans un monde qui n'est pas un monde autiste. C'est le fait d'avoir appris à te camoufler, à ne pas avoir l'air autiste pour ne pas être rejeté. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que t'as beaucoup de tests qui ne prennent pas en compte la dimension de l'enfance. Donc à part le RADSR, en vrai, parmi les autotests les plus connus, aucun ne prend en compte la dimension de l'enfance. Donc on te pose des questions, et en fait, comme entre-temps, tu fais du masking, tu as appris la compétence. Moi, par exemple, les tests où on me demande est-ce que j'ai du mal à me faire des amis, en fait, non. Mais quand j'étais enfant, oui. Et c'est pas que je suis devenu moins autiste, je rappelle, tu nais autiste, tu meurs autiste. Tu peux pas ne plus être autiste. C'est juste quand j'étais enfant, j'étais un autiste qui avait pas appris à masquer et à compenser. Maintenant, je suis un autiste qui a appris à masquer et à compenser, donc j'ai moins de mal à me faire des amis. Et du coup, ça peut être intéressant quand tu fais un autre test que le RADSR, parce que dans le RADSR, tu as à chaque fois la question, on te répond, est-ce que c'est vrai maintenant et quand tu étais enfant ? Est-ce que c'est vrai quand t'avais moins de 16 ans, ou est-ce que c'est vrai que maintenant ? Quand tu fais un test où il n'y a pas ces réponses, ce que je peux te proposer de faire, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de faire 2 fois le test. De faire le test une fois en répondant comme c'est vrai maintenant, puis de refaire le test version enfant et de regarder si ça change. L'autre astuce, c'est de d'abord faire un test qui s'appelle le CATQ. Le CATQ, c'est le test du camouflage autistique. Et en fait, c'est important de faire ce test en premier, parce que si tu fais un haut score au CATQ, donc imaginons que tu fais un score, de 125, le seuil il est à 100 au CATQ, donc si tu fais un test supérieur à 100 au CATQ, ça veut dire que tu vas risquer de faire en moyenne des scores
plus petit dans les autres tests et qu'il faudra peut-être compenser. Tu vois, si tu, je sais pas, t'as le ORADSR 14, tu fais 13 au lieu de 14, comme on a vu, hein, quand tu fais 13, t'as quand même encore des chances d'être autiste. Bah, si tu fais 13 et qu'en plus de ça, bah, t'as un CATQ qui est au-dessus de 100, tu peux dire, ah bah oui, en fait, c'est le masking qui fait que j'ai du mal à bien répondre, et le faire peut-être avec une autre personne, et puis pour prendre du recul, puis creuser la démarche. Autre chose qui peut diminuer ton score, c'est l'alexithymie. L'alexithymie, c'est quoi? C'est la difficulté à bien décrire ses émotions. C'est le lexie de lexique. Tu manques de lexique pour décrire les émotions. Et du coup, bah, si tu as du mal à décrire tes émotions, parfois c'est très dur de répondre à certaines questions dans les tests, et du coup, bah, tout est flou. Si tu veux faire des autotests, le meilleur site pour ça, c'est Embrace Autism. C'est un site qui répertorie uniquement des tests valides scientifiquement et surtout qui te les explique à chaque fois. Et c'est important que tu lises l'explication. Moi, je les faisais sans lire l'explication. Or, il y a l'explication. Il y a le seuil, il y a les problèmes de validisme, etc. Et surtout, à chaque fois, elles ont mis un score de clarté, un score de respect, donc est-ce qu'il y a ou pas des questions validistes, et un score de fiabilité scientifique. Donc je te recommande de faire plutôt les tests qui sont fiables et respectueux et clairs, parce que si tu fais les tests fiables et pas respectueux, tu risques d'être confus. Et malheureusement, les tests les plus connus sont fiables et pas respectueux, ou alors ils sont fiables et pas clairs. Et du coup, ça te met dans la confusion. Heureusement, il y a des tests qui sont plus clairs, qui sont quand même fiables et qui sont pas trop irrespectueux. Ce que je te propose, c'est de t'envoyer la liste des tests pour savoir quel test faire et dans quel ordre. Si ça t'intéresse, laisse ton email dans le lien que je te mets en dessous pour recevoir un document où tu vas avoir les tests et dans quel ordre les faire, avec à chaque fois le seuil et pourquoi c'est intéressant de commencer par ce test. Ceci étant dit, les tests, c'est une première étape. Si tu as besoin ensuite de comprendre ce qu'est l'autisme, j'ai fait une conférence gratuite où je décris en détail ce qu'est l'autisme avec justement une description précise, non validiste, donc respectueuse et à jour du consensus scientifique. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien en description pour accéder à la conférence et je te dis à tout de suite sur cette conférence. Sinon, tu connais le refrain, abonne-toi, laisse un like, partage et je te dis à très vite.